Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons une chance extraordinaire puisque ce soir, dans cette année 2017, c'est la seule fois où Mathieu, Christophe et Alexandre sont tous les trois réunis sur une scène. C'est à Châlons, nous avons l'exclusivité. Veuillez s'il vous plaît tout d'abord noter que c'est un débat crucial que nous vous proposons le lundi 10 avril prochain, car nous n'échapperons pas à un dialogue approfondi avec l'islam. Nous recevrons l'intellectuel musulman Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Thème de la soirée, Islam et République, les clés du vivre ensemble. Notez également que c'est Gilles Platret, M. Gilles Platret, qui portera la contradiction à Tariq Ramadan en deuxième partie de soirée. Tariq Ramadan est certes très controversé, mais il est toujours enrichissant de se frotter à des esprits en radical désaccord avec ce que nous croyons. Réservé sans tarder, car nous attendons beaucoup de monde, ce soir, quelques 500 personnes n'ont pas pu avoir de place. Nous voudrions enfin attirer tout particulièrement votre attention sur une soirée d'utilité publique le 1er décembre. Nous recevrons le professeur David Kayat, cancérologue internationalement reconnu comme l'un des plus éminents de notre époque, chef du service de cancérologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Prévenir le cancer et en guérir dépend aussi de nous. Oui, nous pouvons intervenir pour nous préserver et guérir. Le cancer, précise-t-il, qui touche encore un homme sur 2 et une femme sur 3, ce qui reste considérable. Jean d'Ormesson dit que nous sommes tous des égarés, c'est-à-dire des êtres livrés au hasard du mystère de la vie, de la mort, de l'infini, de la souffrance. Et les chemins que nous avons tous à suivre sont des chemins difficiles, avec beaucoup de pièges, souvent dans le brouillard. Chacun dans sa nuit doit faire son chemin, écrivait Gilbert Cesbron. Depuis longtemps, Mathieu, Christophe et Alexandre rêvaient d'œuvrer ensemble pour nous être utiles, pour nous aider sur les chemins du métier de vivre, selon la juste expression d'Alexandre. En un mot, comment mieux vivre avec soi et avec les autres, comment concilier les besoins de sagesse nécessaires pour guider nos vies et les passions humaines qui les agitent. Eh bien, nos 3 maîtres à vivre sont bien là, ensemble ce soir, pour nous inciter à faire croître en nous le meilleur de nous-mêmes et nous aider à asseoir une confiance dans les ressources de l'homme, dans son instinct de survie, dans sa volonté de progrès, dans sa générosité aussi. Honneur et joie, chers amis, de vous accueillir aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, car en ces temps barbares, vous êtes des hommes qui font honneur aux hommes. Et puisque notre âme nous appelle à élargir les horizons de notre vie, puisqu'un puissant désir de meilleur et de bonheur réside au plus profond de nous, permettez-nous de mettre en exergue de votre intervention cette judicieuse méditation de René Daumal qui vous plaira. Je suis mort parce que je n'ai pas de désir. Je n'ai pas de désir parce que je crois posséder. Croyant posséder, on n'essaie pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Mais essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, enfin, on vit.
Je crois que la taille des canapés ce soir sont proportionnelles à l'égout. Donc je vais commencer. D'ailleurs, dire au nom des trois qu'on est très heureux d'être ici, comme a dit monsieur, en ces temps barbares. Trois amis en quête de sagesse. On s'était proposé avec Christophe et Mathieu d'évoquer pour commencer la notion de sagesse. L'étymologie latine montre que sagesse, c'est lié à déjà repérer ce qui a de la saveur dans la vie. Déjà s'interroger sur ce qu'est la vraie joie ou le bonheur, comme dirait Christophe. C'est le nuit noire total. Ce qu'est vraiment le bonheur au fond du fond. Il y a Boès, un philosophe latin, qui disait que le non-philosophe, c'est comme celui qui, comme l'ivrogne qui cherche à rentrer chez lui et il ne sait plus où il habite. Autrement dit, on a tous en nous, les livres de Matthieu comme Christophe le montrent bien, cette aspiration au bonheur. Mais cette aspiration au bonheur, elle est comme tronquée. On s'égare. Vous citiez tout à l'heure Jean d'Ormesson qu'on a croisé. C'était rigolo à midi. On avait une rencontre. Bon, c'est un peu vaniteux de dire ça, mais les 20 meilleures ventes de l'année. Et en débarquant là-dedans, j'ai pensé vraiment à la sagesse de regarder à travers les apparences, d'aller vraiment au fond du fond quand on rencontre quelqu'un. En côtoyant justement de Dormesson et compagnie, je pensais vraiment, si j'avais été qu'un handicapé, peut-être qu'on ne m'aurait pas adressé la parole. Et justement, la sagesse, c'est partir de là, déblayer le regard de tous les préjugés, de toutes les hiérarchies qu'on peut mettre entre les êtres humains. Pour moi, la sagesse, c'est vraiment une phrase de Nietzsche qui m'invite à cheminer. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, il dit il faut porter encore du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Autrement dit, et Nietzsche parle de la grande santé. On n'a pas tous la chance d'être en bonne santé, comme Mathieu, comme Christophe. La grande santé, c'est de faire avec toute la maladie, avec le handicap, avec les blessures. Et peut-être une des clés de la sagesse, pour moi, et sagesse comme santé partagent la même étymologie, c'est de faire avec ce chaos qui nous habite peut-être à certains moments. Récemment, je déménageais avec ma famille et il y a une amie de Mathieu qui est venue à la maison. On n'était pas très organisés
et elle nous a aidés. Et elle m'a dit cette phrase, elle a dit « c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème ». Et depuis, cette phrase agit comme un mantra. Quand je suis envahi par le chagrin, par la colère, par les passions tristes, comme dirait Spinoza, c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. J'avais un médecin qui était très perfectionniste et me disait, quand je prends l'avion, c'est le seul moment où je lâche prise, parce que ma vie est entre les mains du pilote. Et je me disais, on pourrait vivre beaucoup de choses sous le mode avion. C'est-à-dire, la destinée de ma vie n'est pas entre mes mains. Je peux claquer demain ou ce soir. Ce qui m'appartient, c'est comme disait Épictète et avec lui les stoïciens, c'est précisément cette sagesse qui me donne la paix et qui, comme le montre Christophe, procède de petits actes quotidiens. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, dès ce soir, pour m'approcher de cette paix intérieure? Et au repas qui précédait, on a discuté que la sagesse, c'était plus un acte de dépouillement. Le sage n'a pas quelque chose en plus que le non-sage, mais plutôt, oui, c'est pas un acte d'accumulation, mais plutôt un acte de dépouillement. De quoi je puis me décharger aujourd'hui pour aller mieux. Donc, deux points importants pour moi au niveau de la sagesse, savoir où est notre vraie joie, notre vrai bonheur. Et le deuxième point, j'ai oublié. Attendez, oui, le deuxième point, c'est vraiment des actes au quotidien. Et l'exemple que je retire en fréquentant Mathieu comme Christophe, c'est qu'on ne peut pas être heureux dans son coin. Et l'individualisme, ce n'est pas une question de morale ou de pas morale, mais à mon avis, c'est une erreur de perspective. Et je suis très frappé comme la sagesse, elle est déjà en nous. Les enfants sont beaucoup plus sages, à mon avis, que bien des parents. L'autre jour, je disais, un peu par provocation, à ma fille de 5 ans, je disais, viens embrasser l'handicapé. Et elle m'a dit, mais papa, t'es pas handicapé, t'es papa. Et je me disais, les étiquettes qu'on balance à la gueule des autres et qui nous empêchent d'avoir ce regard purement d'amour sur les êtres, sur notre quotidien. Donc voilà, en quelques mots, pour moi, la sagesse, c'est ce déboulement du regard qui nous conduit dans un amour plus vrai. Merci beaucoup, Alexandre. Une des clés de l'affection, de l'amitié que nous avons les uns pour les autres,
c'est aussi l'admiration. Moi, j'admire beaucoup Alexandre sur tout un tas de plans, et notamment sur celui-ci, c'est que c'est le seul philosophe que je connaisse qui soit aussi un poète, qui ait une langue philosophique et poétique et juste et humaine à la fois. Concernant cette question de la sagesse, évidemment, vous avez compris ce qu'Alexandre vous disait tout à l'heure, mais j'enfonce encore un petit peu le clou. Évidemment que nous ne prétendons en aucun cas être des sages, on est juste des humains, nous sommes juste des humains intéressés par la sagesse, parce que nous sommes convaincus qu'elle peut beaucoup nous apporter et apporter à nos sœurs, à nos frères en humanité. Donc, une fois de plus, ce n'est pas parce que nous sommes sur cette estrade que nous avons quelques leçons que ce soit à vous donner, juste nos réflexions, nos efforts aussi, toutes les choses que nous tentons de faire pour nous rapprocher de quelque chose qui ressemblerait à la sagesse. Et d'ailleurs, lorsque nous avons écrit notre livre, Trois amis en quête de sagesse, à aucun moment, pendant la préparation du livre, ou pendant les discussions qui ont construit ce livre, nous n'avons imaginé parler de sagesse. C'est juste une fois que tout a été réuni que nos éditeurs nous ont dit que voilà, ça serait un bon titre. Je ne sais pas comment c'est venu, mais voilà. Enfin bref, je prends toutes ces précautions pour une raison simple, c'est que la sagesse, récemment, jusqu'à notre époque, je pense, n'a pas très bonne presse. Elle a l'image, au fond, de quelque chose, d'une qualité ou d'une quête un peu surannée, un peu ancienne, un peu vieillotte, ou bien, comme je vous le disais, un petit peu prétentieux, au fond. Chez beaucoup de philosophes contemporains, il y a une espèce de fausse pudeur qui consiste à dire « mais moi, je ne prétends à aucun moment être sage, et quiconque prétendrait être sage ou se rapprocher de la sagesse serait au fond exactement l'inverse. » Et ça n'est pas tout à fait mon avis, ça n'est pas tout à fait notre avis à tous les trois. Et c'est pour ça que j'étais très heureux il y a quelques années quand j'ai découvert qu'un certain nombre de mes collègues du monde de la psychologie et de la psychiatrie conduisaient des recherches scientifiques sur la sagesse, avait essayé de cerner ce qu'elle pouvait être de manière un petit peu méthodique, donc pas très poétique évidemment, et donc en se demandant d'abord s'il y avait des âges privilégiés pour la sagesse, s'il y avait des sexes privilégiés pour la sagesse, puisqu'effectivement, lorsqu'on parle de sagesse, chez la plupart d'entre nous, on a l'image d'un vieux mâle, un vieux sage, barbu, bienveillant, calme et posé. Or, ces chercheurs ont montré que la sagesse n'était évidemment pas une exclusivité masculine. Au contraire, même, on trouve très souvent beaucoup plus de comportements qu'on peut qualifier de sages chez les femmes, notamment parce qu'elles ont beaucoup plus souvent que les hommes la capacité d'humilité, de discernement, de patience, qui sont des capacités nécessaires à la sagesse. Et donc ces chercheurs ont tenté de décomposer l'ADN de ce que nous appelons communément la sagesse, puisque même si on peut tordre un peu le nez chez certains intellectuels par rapport au concept de sagesse, nous tous savons bien au quotidien quels sont les comportements qui ne sont pas sages, en tout cas, qui sont soit fous, soit imprudents, soit impulsifs. Nous savons identifier les attitudes qui ne relèvent pas de la sagesse et celles qui s'en rapprochent. Et donc, il y a dans ces composantes de la sagesse, et selon mes collègues, ce qui me paraîtrait convaincant, des dimensions importantes. Il y a la dimension, bien sûr, de discernement, être capable de ne pas se laisser piéger par les apparences que nous présentent les choses ou les individus, mais essayer de comprendre de manière plus détaillée, plus subtile. Il y a les capacités d'humilité également. L'orgueil et la sagesse sont absolument incompatibles. Et puis, et ça c'est sans doute quelque chose de capital et dont on reparlera ce soir, les capacités de bienveillance. La sagesse ne peut conduire qu'à une chose, c'est aimer son prochain,
le comprendre, vouloir l'accompagner, vouloir l'aider. Si on retire la bienveillance, au fond, l'amour au sens large, la sagesse non seulement n'a plus de sens, mais n'a plus d'existence. Donc toutes ces choses-là, moi, m'ont beaucoup réjoui lorsque j'ai découvert ces travaux qui appartiennent, vous savez, au champ de ce qu'on appelle la psychologie positive, cette façon de faire de la psychologie qui s'intéresse non pas seulement à réparer les dysfonctionnements ou ce qui ne marche pas bien chez nous autres, les humains, mais aussi à nous aider à construire, à renforcer nos qualités, à renforcer nos vertus, à aller vers nos idéaux de manière plus régulière. Dans ces travaux aussi, et puis après dans les réflexions que ça m'a inspiré, il était question bien sûr de l'apprentissage de la sagesse. Est-ce qu'on peut progresser, ça, on le sait bien qu'on peut progresser, on en reparlera certainement, mais est-ce qu'on peut apprendre la sagesse? Et on a eu souvent cette discussion avec Mathieu Alexandre à propos de l'enseignement des maîtres. Ça serait bien, Mathieu, que tu nous parles d'ailleurs de ces maîtres que tu as eu l'occasion de rencontrer, parce que ce ne sont pas des rencontres si fréquentes dans nos vies. Et pour ma part, je n'ai pas eu la chance, comme Mathieu, d'avoir des maîtres, mais j'ai d'abord des amis que j'observe de près, dans Mathieu et Alexandre, qui sont sur cette scène à mes côtés, et qui sont des sources d'inspiration, de sagesse pour moi. Et finalement, beaucoup d'humains que j'ai rencontrés m'ont donné des leçons de sagesse, puisque si nous avons bien évidemment les uns et les autres beaucoup de mal à être sages de manière constante, de manière régulière, quels que soient les événements que nous ayons à affronter, puisque la sagesse, c'est comme beaucoup de qualités humaines, beaucoup de capacités humaines, elle est malmenée par la fatigue, par le manque de sommeil, par le stress, par l'énervement. Lorsque nous n'avons pas assez dormi, c'est moins facile d'être sage que lorsque nous avons passé une bonne nuit de sommeil, etc. Donc ces choses-là nous rappellent à quel point elle n'est pas une capacité acquise et stable dont nous disposerions pour toujours, en tout cas la plupart des humains ordinaires, mais un effort, une construction. Quand je dis effort, ce n'est pas quelque chose de douloureux, de contraignant, c'est passionnant, mais c'est quand même un effort à renouveler régulièrement. Et donc, on peut observer, moi j'ai beaucoup de plaisir à observer des comportements de sagesse chez les personnes que je croise, chez des enfants, chez des adultes, chez mes patients, chez mes amis, chez mes proches. Et je suis à chaque fois très admiratif, très gourmand, très marqué. J'ai un petit carnet où je note tous ces comportements qui me touchent, qui m'émeuvent et surtout qui m'apprennent beaucoup de choses, puisque cette grande question de la progression sur le chemin de la sagesse, évidemment, s'est posée à nous trois. On en a parlé des jours et des jours quand on a construit notre livre. Et c'est vrai que le chemin de la sagesse, finalement, est un chemin sur lequel il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas accélérer, on ne peut pas aller plus vite qu'on ne le voudrait et que l'apprentissage de la sagesse ne le nécessite. Donc il y a tout un tas d'étapes à franchir. Et il y a un autre type de circonstance qui peut nous apprendre la sagesse, c'est aussi l'adversité. Alexandre parlait tout à l'heure de la maladie et du handicap, qui sont des sujets sur lesquels, évidemment, il a une réflexion très profonde, très sensible, très affûtée. Et c'est vrai que l'adversité, malheureusement, nous ouvre parfois les yeux sur certaines évidences que nous avons tendance à oublier et que l'adversité pourrait nous rendre de temps en temps sages, là où parfois l'insouciance, la légèreté, le manque de lucidité par rapport à nos conditions de vie nous en éloignerait. Donc cette sagesse, finalement, c'est une façon aussi de construire notre chemin sans attendre que l'adversité vienne nous frapper, vienne nous ouvrir les yeux sur toutes les choses merveilleuses et magiques qui existent autour de nous, que ce soit des personnes qui nous sont proches ou des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Donc voilà un petit peu ce que je voulais
proposer à votre réflexion, en tout cas pour compléter ce que vient de dire notre cher Alexandre. Okay. Peut-être pour réfléchir à ce qu'est la sagesse, on pourrait déjà mieux comprendre par contraste ce qu'elle n'est pas. Alors par exemple, la sagesse, c'est évidemment pas d'aborder les choses de façon superficielle, ce n'est pas se comporter en tête brûlée, ce n'est pas suivre des impulsions aveugles. Et la sagesse aussi, c'est autre chose que simplement l'intelligence, par exemple. J'ai toujours été frappé quand souvent le Dalai Lama dit, par exemple, que ceux qui ont perpétré les attentats du 11 septembre étaient très intelligents pour réussir à faire ça avec si peu de moyens, mais une intelligence qui était au service de la malveillance. Donc l'intelligence est un outil qui peut servir à construire ou à détruire, à faire le bien ou à faire le mal. L'éclat intellectuel, pareil, peut servir, on en parlait à propos de souvent ce qui se passe dans les médias, pour mettre les autres par terre avec des bons mots, caustiques, parfois un peu malveillants, et là, on a l'impression de briller par l'éclat de son intelligence. Donc c'est évidemment, tout cela n'est pas de la sagesse. Et finalement, si on veut réfléchir à la sagesse, il faut sans doute partir de choses extrêmement simples, qui procèdent du simple bon sens, des constatations les plus élémentaires qui soient. La première et la plus évidente étant qu'aucun être sensible ne souhaite souffrir. Pour se réveiller le matin, comme une formule au corps du Dalai Lama, en disant « puisse-je souffrir toute la journée, et si possible toute ma vie ». Donc ça, au moins, c'est clair. Que ce soit un ver de terre qui évite la chaleur, quelqu'un qui entreprend un projet, qui boit une tasse de thé, qui rencontre un ami, un projet de vie, un travail, une association humaine. On s'attend tous à ce qu'il y ait un mieux-être au bout de ce chemin. Personne ne s'engagerait dans un chemin dans lequel il serait assuré qu'on n'y récolterait que du malheur. Bon, mais où vient la sagesse sur la base de cette constatation la plus simple qu'on puisse imaginer? Eh bien, c'est une forme de discernement. Si l'on a compris qu'on ne souhaite pas souffrir, qu'on souhaite un mieux-être, il faut bien comprendre également quelles vont être les pensées, les paroles, les actes qui vont contribuer à ça, ou au contraire, perpétuer nos tourments. Parfois, on a l'impression qu'il y a une sorte d'addiction aux causes de la souffrance. Il y a une phrase d'un grand maître bouddhiste du 7e siècle, qui s'appelait Shantideva, qui disait « Les êtres aspirent au bonheur, mais lui tournent le dos. Ils redoutent la souffrance, mais ils se précipitent sur la lame acérée des lois de cause à effet, c'est-à-dire des actions, des paroles et des actes qui vont, en quelque sorte, continuer à perpétuer leur souffrance. » Un autre proverbe tibétain dit « Comment espérer ne pas être brûlé tout en gardant sa main dans le feu ?» Donc le discernement est au cœur de cette sagesse. C'est une compréhension non seulement des symptômes immédiats de la souffrance et du bien-être, mais des causes beaucoup plus profondes. Et le plus on va loin dans l'analyse de ces causes profondes, le plus on peut parler de sagesse. Comprendre par exemple qu'à l'origine de la souffrance, il n'y a pas seulement les massacres, le manque de bienveillance, la haine, la jalousie, mais il y a aussi fondamentalement une sorte d'incompréhension de la réalité, de s'imaginer justement qu'en donnant libre cours à l'arrogance, à la jalousie, à l'obsession, à la haine, on va finir par y arriver, à triompher, à être heureux.
Donc une ignorance fondamentale quant au mécanisme du bonheur et de la souffrance. Christophe faisait allusion à des maîtres spirituels, à des sages. Alors ce n'est pas des espèces de gourous qui se tiennent dans un coin et qui vont manipuler tous les aspects de votre existence. C'est simplement des personnes qui ont parcouru ce chemin, qui ne sont pas simplement brillants intellectuellement, mais d'une brillance intellectuelle qui vous, finalement, revient à dire « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais », qui ne sont jamais l'exemple vivant à chaque instant de ce qu'ils enseignent, ou de ce qu'ils recommandent, ou de la vision du monde qu'ils professent. Parfois, quelqu'un me demandait « donne-nous un exemple de ce que ça peut être que de vivre pendant des années auprès d'un maître spirituel. Qu'est-ce qui fait que ce sont des personnes d'une grande sagesse, d'exception ?» Et je disais par exemple, l'un d'entre eux, Diego Khyentse Rinpoché, j'ai passé 15 ans auprès de lui, presque jour et nuit. Je m'occupais aussi de sa personne, il était très âgé, donc je dormais par terre dans sa chambre la nuit, j'étais là quand il enseignait aux autres, j'étais là quand il rencontrait des rois, j'étais là quand des simples fermiers venaient lui demander un enseignement qu'il lui conférait pendant 3 jours sans faire la moindre différence. Et sur 15 ans, je disais à cet ami qui me demandait comment la sagesse se manifeste, je dis en 15 ans, je n'ai jamais entendu une parole, été témoin d'une action ou soupçonner une pensée qui ait la moindre trace de malveillance. On pourrait se dire, ben oui, ça paraît normal, non? Un maître spirituel qui n'ait pas de malveillance. Mais quand, sur 15 années, à chaque instant, quelqu'un qui pouvait être sévère, quand la sévérité était de mise, quelqu'un qui pouvait être d'une gentillesse extraordinaire quand la gentillesse était de mise, mais jamais la moindre trace de bienveillance. On dit, ben oui, c'est normal. Mais on ne s'attend pas forcément à ça d'un philosophe, en tout le respect qu'on lui doit. On ne s'attend pas à ça forcément d'un scientifique, d'un mathématicien, d'un jardinier, d'un musicien. On se dit, ils ont un génie particulier, mais le génie de la sagesse, c'est d'avoir une cohérence parfaite. Le messager et le message. Et plus vous passez de temps avec cette personne, plus vous vous rendez compte que ce n'est pas parce que cette personne joue très bien un rôle, le rôle du sage, mais que derrière, ce n'est pas beau à voir, ou qu'il y a forcément, au bout de 10 ans, ah là, il y a un petit défaut dans l'acquérage, vous l'avez bien dit, il suffisait d'attendre. Mais qu'on voyait qu'il y a une cohérence parfaite, que c'est simplement l'expression à chaque instant de ce que cette personne est. Un autre exemple, celui du Dalai Lama, lorsque j'ai la grande fortune de passer parfois une semaine auprès de lui en tant qu'interprète, une des choses qui me frappe le plus, c'est la parfaite identité, ou disons la façon absolument égale avec laquelle il se comporte avec tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et il le dit d'ailleurs, je suis venu un être humain devant un autre être humain. Mais ça veut dire que, loin des caméras, loin des témoins, loin de tous ceux qui pourraient juger ses actes, il sera exactement le même, avec autant d'attention, de présence, de bienveillance, comme s'il avait tout le temps du monde, avec la personne qui est en train de nettoyer le couloir dans l'hôtel où il loge, et avec un président de la République. Moi, je l'ai vu à un déjeuner au Parlement européen où il y avait les 15 représentants des 15 pays à l'époque de l'Union européenne. Tout ça, tout le monde était bien préparé, ils sont tous levés quand le Dalai Lama est arrivé. Il a vu dans un coin de la salle les cuistots qui regardaient par la porte légèrement entrouverte. Il s'est précipité vers la cuisine. Il est resté 5 minutes en laissant tous les chefs de gouvernement en plan. Il est ressorti disant « ça sent bon ». Imaginez la joie des cuisiniers. Il n'a pas fait ça pour qu'on dise « ah, le Dalai Lama, il est sympa, il va voir les cuistots, etc. » Non, il est comme ça. Et de voir ça à chaque instant, c'est vraiment une leçon extraordinaire de vie. Une fois pareil, on allait dans une soirée un peu donnée, il parlait dans un palais des congrès à Paris, et il y avait des motards, parce que c'est la sécurité offerte par le gouvernement. Et puis il pleuvait, il y avait des pavés, et un motard est tombé. Et il s'avère que c'était une femme qui conduisait la moto. La veille, il avait rencontré le président de la République, mais la seule chose qui le préoccupait, c'est
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va mieux? On lui a dit non, elle a le bras en écharpe, mais ce n'est pas trop grave. Il a dit, je pars demain matin à 8 heures pour l'aéroport, est-ce qu'elle pourrait venir avant que je parte? Je voudrais la revoir. Donc elle est venue, le bras en bandeau, il l'a pris dans ses bras, il lui a donné un livre. Imaginez la joie de cette personne qui était en pleurs. Ça le préoccupait beaucoup plus que d'avoir rencontré le président de la République. Donc ce genre de parfaite adéquation avec ce qu'il est censé représenter, ça, on peut dire que c'est de la sagesse. C'est le vrai discernement. Et c'est sûr que quand on dit aujourd'hui « Oh, la sagesse, c'est bien gentil, mais enfin, on a d'autres chats à fouetter. Vous avez Donald Trump d'un côté, le gars de la Corée du Nord dans l'autre côté, le fou aux Philippines qui tue les gens dans la rue. » Qu'est-ce qu'on a à faire avec la sagesse? Ce n'est pas le moment. On nous a dit hier, avant-hier à Morges, c'est le moment de prendre des gourdins, on nous a dit. Sauf que si un médecin prend un gourdin à chaque fois qu'il y a une personne un peu dérangée qui vient le consulter, ça va mal finir. Et je ne suis pas sûr que c'est remboursé par la sécurité sociale d'ailleurs. Donc en fait, on a d'autant plus besoin de sagesse qu'il y a des choses dans le monde qui ne tournent pas rond. Et la sagesse, c'est de comprendre d'où ça vient. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a manqué dans l'éducation, dans les traditions, dans la culture? Quelles valeurs pourrions-nous essayer d'apporter peu à peu, au fil du temps? Comment se préoccuper des gens pour qu'un jour, ils ne pètent pas les plombs en disant « on va vous faire sauter la tête », etc. Personne, à 4 ans, ne rêve d'aller couper la tête des gens. Il s'est passé quelque chose que le manque de sagesse a fini par négliger. Et donc la sagesse, c'est aussi de voir les choses sur un beaucoup plus long terme. Tous les génocides, il y a eu toujours, longtemps à l'avance, des signes précurseurs. Je me souviens avoir rencontré un prêtre jésuite dans une radio en France qui me disait, après le génocide des Khmers rouges, il a dit depuis 10 ans, je viens chaque année en disant, vous savez, ça va se passer. Il a laissé de voir des gens, essayer d'expliquer, personne ne l'écoutait. Donc ça, c'est un manque de sagesse. Donc la sagesse, c'est vraiment le discernement aussi bien en profondeur qu'à long terme. Ça s'applique aussi bien dans la vie, dans la société, qu'à nous-mêmes, qu'à nos sources d'inspiration. Et donc je crois que c'est une valeur essentielle dont nous avons tant besoin pour faire face aux défis de notre monde aujourd'hui. Alexandre, moi j'aurais une question à te poser, mais je ne suis pas obligé de répondre. Actuellement, j'évoquais tout à l'heure le fait que la sagesse me donnait l'impression d'être tombée un peu en discrédit chez les philosophes contemporains. Je ne sais pas d'abord si toi tu as ce sentiment, parce qu'on se dit bon sang, si même les philosophes considèrent que la sagesse est une sorte d'idéal inaccessible finalement, ou voilà, trop compliqué, d'abord c'est un peu décourageant, et au fond ça a quelque chose d'inquiétant, parce que moi il me semble que la sagesse existe, a du corps, je sais voir les comportements sages, enfin il me semble que je vois bien lorsque quelqu'un se comporte de manière sage et non, et donc elle me semble avoir une existence, mais si les spécialistes de la sagesse, philosophie, l'amour de la sagesse, s'en détournent, est-ce que ça ne veut pas dire que je me trompe, que c'est trop compliqué pour que le simple mortel puisse prétendre s'en rapprocher, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un marqueur de notre époque, au fond, où ceux qui sont spécialistes dans la définition, l'enseignement de la sagesse, sont les premiers à s'en détourner? Je ne sais pas si tu as une intuition sur ça, ou un regard de philosophe. Alors, donc à l'origine du terme sophia, pour les Grecs, la sagesse, il y a 2 dimensions. Ça rejoint ce que tu disais. La sophia, c'est la manière de comprendre le monde, comprendre la permanence. Et ça peut malheureusement tourner à vide. Et être déconnecté. On peut faire des années de philosophie sans que ça nous transforme intérieurement. On sait commenter Kant, Heidegger et compagnie.
Et chez les Grecs, il y avait ce qu'on appelait la sophrosyné, ce qu'on traduit la tempérance, la prudence, la manière de vivre au quotidien. Et moi, je suis un peu le gamin de la bande et on a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a un thème qui me passionne, c'est le thème grec de l'acrasie. L'acrasie, c'est-à-dire, et je vais peut-être raconter une anecdote là-dessus, c'est l'impuissance à changer. On sait ce que c'est la sagesse, quand Matthieu il me décrit, c'est même pas l'idéal, c'est l'incarnation de la sagesse par tes maîtres. Eh ben, moi, j'aimerais y courir. Et il y a une difficulté d'intégrer ça au quotidien. C'est peut-être ce qu'on peut aborder maintenant. L'expérience qui m'est arrivée, c'est que on était à la montagne, Christophe, Mathieu et moi, pour un peu se reposer, rigoler beaucoup et travailler le moins possible. Mais il y a eu une matinée où on a parlé de l'addiction. C'est un thème qui m'est très cher, l'addiction. C'est pas nécessairement le glauque où on est addict à la toxicomanie au dernier degré, mais tu disais, on peut être addict aux causes de la souffrance. C'est-à-dire, on peut s'attacher à des trucs qui nous coulent vraiment. Et en rentrant de la montagne avec Christophe, après avoir disserté sur l'addiction et essayé de comprendre les schémas nous impliqués là-dedans, moi depuis quelques mois j'ai quitté la Corée. J'ai été justement essayer de chercher un peu de paix, de sagesse en Corée à l'école d'un maître zen jésuite. Et j'ai médité beaucoup. Et il y a une rencontre que j'ai faite en Corée, c'est un copain, un garçon, avec lequel j'ai l'impression de rattraper ce que j'ai pas eu de mon enfance. Comme dit ma femme, j'ai loupé quelques étapes dans la vie d'homme et il y a une sorte de dépendance affective à mon copain dans le bien et j'étais et tous les jours il me Skype à 3 heures et c'est vraiment un moment très important pour moi et il y a beaucoup d'échos là-dessus. J'ai vécu dans une institution pendant 17 ans pour personnes handicapées et je me rappelle, pendant 17 ans, il n'y a personne qui venait me trouver. Je n'ai pas souvenir qu'il y a quelqu'un qui est venu me trouver pendant ces 17 ans. Et là, à 3 heures, c'est comme si quelqu'un du monde extérieur venait à la maison, j'allais dire. On était dans le wagon avec Christophe et à 3 heures tapantes, il fallait changer de train. On avait tous les deux des grosses valises et voilà, le Skype est arrivé. Et là, j'avais beau être avec Christophe dans le train, c'était unique. On était dans un paysage fabuleux, il y avait le lac. J'en avais mais plus rien à foutre.
J'ai laissé Christophe avec les valises. J'ai couru le plus loin possible de mon ami dans le bien Christophe pour Skype. Et ce qui m'a frappé, c'est que je regardais même pas le Skype. C'était la peur de la privation qui était au cœur de cette compulsion. Et ce qui m'a épaté, c'est qu'on peut avoir un discours très rationnel sur le pourquoi du comment, et quand on est au cœur du tourment, on est complètement démuni. Et peut-être que le progrès, c'est déjà de dire c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. Justement, j'étais content dans le fond de vivre ça aux côtés de Christophe, parce que je pense que ce qui libère de ça, c'est l'amour inconditionnel de l'autre. Parce que quand on est face à des blessures intérieures de ce type qui sont a priori irrationnelles, on est peut-être enclin à vivre une vie clandestine. Par honte d'être soi-même, on va se cacher d'avoir peur. Et je crois que c'est un signal d'alarme dès qu'on commence à avoir une vie cachée, une vie qui s'organise autour de la blessure. C'est un appel, non pas à culpabiliser, non pas à rejeter en soi-même. Et la sagesse, c'est justement ça. C'est quand on demandait à Épictète qui il était, Épictète philosophe stoïcien, il disait « Je suis un esclave en voie de libération ». Et un premier pas vers la sagesse, c'est voir notre esclavage sans jugement. Et pour finir avec l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que mon ami coréen, d'ailleurs, est venu aujourd'hui m'accompagner à Paris, et tout le travail que, grâce à Mathieu et Christophe, c'est de, bien sûr, derrière l'idéalisation de l'autre, derrière l'attachement, il y a toujours une projection et voire une haine de soi-même. Et le défi de cette semaine, un copain m'a dit, c'est avec ton copain, tu dois vivre ta vie sur le mode du salon de l'auto. C'est-à-dire deux copains à Paris, il n'y a pas un handicapé, un pas handicapé, il y a deux êtres humains. Et je m'étais préparé ça dans la tête, faut pas comparer, parce que derrière cette idéalisation, il y a aussi peut-être la notion de la haine du corps et du handicap. Et en arrivant ici avec Diane Joël, j'ai croisé une copine qui m'a dit il est où ton beau mec? En parlant de mon copain. Et là, ça m'a fait rire. Parce que je me dis, voilà, la sagesse, c'est pas avoir l'illusion de guérir. Guérir de l'idée de guérir. Et une petite phrase de Boès, on jalouse jamais l'entièreté de la vie de l'autre. Autrement dit, j'ai peut-être l'impression que quelqu'un qui serait super beau, un corps d'athlète
serait plus heureux. Mais comme dit Boès, on n'envie jamais l'entièreté de la vie de l'autre. Autrement dit, la sagesse, c'est de voir mais l'être humain tel qu'il est, dans sa beauté, mais qui dépasse il est où ton beau mec, pour voir les blessures, le chaos qui habite chacun, et ne jamais, au grand jamais, être dans une volonté de puissance, de prédation. C'est peut-être ça la sagesse. J'avais beaucoup de peur de perdre mes enfants. Et un jour, un ami dans le bien m'a dit, de mon fils qui s'appelle Augustin, il m'a dit « Augustin ne t'appartient pas ». Et ça m'a beaucoup aidé. Depuis ce jour-là, on n'a pas de prise sur les autres. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça invite à la gratuité, au don. Quand on s'approche de l'autre, non pas prédation, mais par pur amour. Voilà, en 2 mots. Je tiens à m'excuser pour le coup du train. J'ai laissé Christophe avec les 2 valises. Et j'en avais mais plus rien à foutre. Et je dis humblement... Et c'est peut-être aussi une invitation à ne pas juger les autres. Parce qu'il y a des moments où on perd totalement le pouvoir sur soi-même. Alors il ne s'agit pas de dire on accepte tout, mais de voir que des moments, il n'y a plus de maître à bord. Ni de la volonté. Quelqu'un d'addict, il est malade dans son désir, dans sa volonté. Je crois que ce qui l'aide, c'est déjà l'amour inconditionnel. Voilà, toujours, c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. Ah, cher Alexandre, je me sens un peu tenu de compléter le récit puisque j'étais le deuxième protagoniste. Effectivement, enfin, vous y assistez un petit peu en direct ce soir, ce qui fait le génie ou le talent, vraiment ce qui fait qu'Alexandre est un humain très humain et très hors du commun, c'est que il transforme régulièrement nos expériences de vie commune en expérimentation existentielle, philosophique, etc. Parce que là, le plan, c'était quand même qu'on avait 2 minutes 30 pour changer de quai. Je ne connaissais pas la gare, c'était loin, les valises étaient pleines d'affaires de ski. Donc je savais qu'il allait me faire le coup, je voyais qu'il était sur son portable depuis un moment. Et donc je m'étais dit, tu vas le prévenir. Donc 5 minutes avant qu'on arrive, je dis Alexandre, on arrive bientôt. 1 minute avant, Alexandre, tu as vu qu'on arrive. Alexandre, on est arrivé. Voilà. Donc pour moi aussi, ça a été un exercice un véritable exercice, puisque la sagesse, effectivement, comme tu le disais, c'est pas très intéressant quand on l'aborde en théorie. Et alors, toi, l'exercice auquel tu nous exposes régulièrement, c'est effectivement ce que je pense être quelque chose, une démarche qui relève de la sagesse, c'est aimer les gens malgré le fait que parfois on désapprouve ce qu'ils font, malgré le fait que parfois, et là je ne pense pas particulièrement à Alexandre, mais je pense par exemple ce qui peut se passer dans des relations de couple ou des relations amicales, malgré le fait que parfois les gens nous agacent, nous énervent, nos conjoints, nos collègues, nos proches, nos amis. Dans ces moments-là, c'est vrai que la sagesse, c'est de ne pas perdre de vue
leur beauté, leur bonté, toute leur humanité, et savoir patienter déjà un tout petit peu, parce que ce qui a été merveilleux dans ce voyage, alors il m'a un peu gonflé effectivement Alexandre, là en traînant, je me trimballais les grosses valises, alors je voyais bien, je regardais discrètement, je suis parti, hein, je me suis dit, de toute façon il n'y a rien à faire, il va bien finir par me suivre, il n'a pas envie que je parte avec sa valise et rester dans le mauvais train. Mais dès qu'on est monté dans le train, tu as raccroché, enfin très rapidement, et là tu m'as expliqué ce que tu avais vécu, tu m'as dit, ben voilà, là je me sens incroyablement mieux. Je suis libéré de enfin, je ne sais pas quel terme tu as utilisé. Et là, en une seconde, ce copain, cet ami qui m'avait agacé quand même, tout à coup, j'ai vu son côté lumineux, son côté sincère, mais c'était la même personne finalement. C'était toujours le même Alexandre, tel qu'on le connaît. On sait bien que tu fonctionnes comme ça, comme tous les humains, mais chez toi, c'est encore plus net, encore plus spectaculaire. Et en ce sens, toi aussi, tu es un maître de sagesse quand tu nous fais vivre des moments comme ça, parce que tu nous contrains, en tout cas tu me contrains, je pense que Mathieu est beaucoup plus stable que moi par rapport à tout ça, mais tu me contrains à regarder en dedans de moi. Puisque la sagesse, c'est une capacité qui a ceci de merveilleux, c'est qu'elle implique un double regard. Quand on veut s'en rapprocher un petit peu, et ce jour-là tu m'as aidé à m'en rapprocher, ça suppose qu'on modifie son regard sur l'extérieur, sur les autres humains, qu'on y introduise plus de bienveillance, plus de patience, plus de tolérance, pas forcément plus de mollesse, comme le disait Mathieu. On peut parfois se mettre en colère, réprimander, rouspéter, mais ça n'est jamais sous l'emprise de la colère ou de l'aveuglement. Donc, il y a ce regard vers les autres et donc ce regard sur toi qui a changé à cet instant dans le train. Et puis, il y a ce regard sur nous, ce regarder faire, voir vers quoi nous risquons d'aller, vers quelle colère absurde, quel jugement idiot ou trop rapide, si nous ne prenons pas le temps de faire des choses très simples, de respirer, de dire attends, ne juge pas trop vite, vois un petit peu ce qui va se passer, donne un peu de temps à cette personne, à cette situation. Et c'est vrai que finalement, nous sommes très souvent à des carrefours semblables. Dans ces leçons de sagesse dont je vous parlais tout à l'heure, il y a bien sûr les leçons qui se passent tranquillement. On rencontre des gens qui accomplissent des choses qu'on admire, ou qui nous impressionnent, ou qui nous inspirent. On les regarde attentivement, on se dit, ça c'est fantastique. Si j'arrivais à faire des choses comme ça serait merveilleux. Ça, c'est la leçon de sagesse comme dans les livres. Et puis, il y a des leçons de sagesse beaucoup plus foutraques, beaucoup plus bordéliques, comme celle qu'Alexandre m'a administrée, m'a fait vivre dans le train sur cette correspondance avec ces deux énormes valises, et qui sont tout aussi précieuses et peut-être même plus précieuses parce que notre inconfort est bousculé à ce moment-là, nos repères sont bousculés, nos mauvaises habitudes sont bousculées. Et c'est vrai que moi, le soir, après, quand on s'est séparés à Lausanne, tu m'as envoyé des petits mails, tu étais soucieux quand même, voir si on était toujours copains, quoi, en gros. Je disais, mais Alexandre, on t'aime de toute façon, quoi que tu fasses. Enfin, je ne sais plus, je t'ai répondu un truc comme ça. Et pour moi, ça a été un événement également très, très touchant, très fécond et très important, et une occasion de travailler à la sagesse, de voir à quel point je ne l'étais pas facilement, pas tranquillement. Par exemple, moi je pense que Mathieu, dans cette situation, tu serais resté beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que je n'ai pu le rester. Moi, j'ai pas pris le même train, j'étais assez prudent. Mais il y a quelque chose qui est évidemment très troublant dans cette notion d'un mot que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'Alexandre, de façon docte, me l'apprenne, de l'acrasie. On sait très bien, c'est pas seulement ce qu'il ne faudrait pas faire du point de vue moral, mais ce qui, de façon répétitive, ne vous a pas fait du bien, voire pire. N'empêche qu'on ne peut pas s'en empêcher.
Donc on est écrasé par l'acrasie, en quelque sorte. Donc ça vient avec cette notion de liberté, finalement. Et donc ça nous mène à cette idée, qu'est-ce que c'est finalement que la vraie liberté? Est-ce qu'on se dit, finalement, allons-y, je suis libre, je fais exactement tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai entendu une fois une jeune fille à la radio anglaise dire, pour moi la liberté c'est de faire tout ce qui me passe par la tête sans que personne n'y trouve rien à redire. Je me suis dit ça, notamment du point de vue de la démarche du bouddhisme de se libérer un peu du joug des automatismes mentaux, c'est d'être l'esclave de tout ce qui vous passe par la tête. Hein, si on fait tout ce qui vous passe par la tête sans que personne n'y trouve rien à redire, sans aucun point de repère, c'est-à-dire qu'on n'a pas ni le respect de ce que pensent les autres, ni le respect finalement de soi-même. Mais évidemment, on est un peu comme les herbes à la surface d'un col qui penchent quelle que soit la direction du vent, donc on est le jouet de toutes nos pensées. Et comment, donc l'idée aussi, alors ce que les gens n'aiment pas, c'est l'idée qu'on va finalement essayer de maîtriser nos émotions, d'être maître de soi-même, c'est dire, oh là là, on retourne à un sorte de régime totalitaire de la raison, de la discipline, côté comme ça, puritain, interdit de faire ceci, interdit de faire cela. Mais en fait, prenez l'exemple d'un marin. Un marin, il pourrait se dire, comme cette jeune fille, la liberté, c'est de faire exactement, de prendre les choses exactement comme elles viennent. C'est-à-dire, on s'assied dans le bateau, on laisse le bateau aller au gré des vents, au gré des courants, et où ça se termine? Sur les récifs. Donc, ce n'est pas de la navigation, c'est de la dérive. On dérive intérieurement sous les flots des pensées, quelques-uns. Alors ça, on dit c'est la liberté. Hein. Finalement, la vraie liberté pour un marin, c'est d'être libre de ses choix, c'est-à-dire je veux aller vers cette île, et qu'est-ce que je fais pour mettre en œuvre mon libre choix d'aller vers cette île au lieu de terminer sur les récifs? Je vais régler les voiles, prendre la barre du bateau, être maître du bateau, de sorte que je sois libre finalement d'aller là où je souhaite aller. Alors si l'endroit où on souhaite aller, c'est un endroit de moindre souffrance, de davantage de bien-être, il est clair que faire n'importe quoi, ce n'est pas la bonne solution. Sauf que, même si on sait quand même, au fond, plus profond de nous-mêmes, que ça, ce n'est pas le bon truc, on ne peut pas s'empêcher. Donc ça revient à cette notion de dépendance, d'asservissement, d'être esclave de nos pensées, de nos pulsions. Et alors, évidemment, on a tous, à différents degrés, ce genre de choses. On dit ça, c'est pas terrible, c'est pas idéal, mais bon, finalement, j'ai envie de le faire, donc allons-y. Et au cours de notre discussion récente, il m'est revenu à l'esprit des travaux scientifiques qui, moi, m'ont beaucoup illuminé sur cette notion de dépendance par rapport à la satisfaction qu'on éprouve en faisant quelque chose. Alors, la différence entre aimer quelque chose et vouloir absolument faire cette chose. Et ce qui était intéressant, c'est la rencontre que j'ai faite avec un des nombreux spécialistes de neurosciences que j'ai rencontrés, qui s'appelle Kent Berridge, qui a montré que dans le cerveau, les réseaux neuronaux qui font l'expérience, qui correspondent à une sensation plaisante, c'est-à-dire aimer quelque chose, comme de boire un bon verre d'eau, un jus de fruits frais, ou prendre une bonne douche chaude, ou être avec des amis, ou tout ce qui est lié au plaisir et à la satisfaction, était d'abord un réseau qui était assez fragile, c'est-à-dire qu'on pouvait aimer quelque chose, et puis peu après, cette chose devient neutre, indifférente, et puis elle peut devenir même aversive. À imaginer un gâteau au chocolat, génial, 3 gâteaux au chocolat, c'est tout juste, mais 20 gâteaux au chocolat, vous êtes sûr que vous n'allez pas aimer ça. Ou une bonne douche chaude après vous êtes promené dans la neige en forêt, formidable, 24 heures sous une douche chaude, c'est pas terrible. Et que par contre, il y avait un autre réseau cérébral différent qui nous poussait à vouloir certaines choses. Et le cercle vicieux tient au fait qu'à force de faire certaines expériences qui au départ sont plaisantes, mais aussi un réseau qui est assez fragile, qui se dissipe assez facilement,
vous construisez un réseau qui, au contraire, est très stable, de vouloir cette chose-là. Et à un moment donné, il arrive que, indépendamment presque de votre volonté, vous voulez quelque chose que vous n'aimez plus. C'est un peu l'addiction. C'est-à-dire qu'on est parfois même dégoûté par ce à quoi on a une dépendance, que ce soit l'alcool ou des drogues, ou même une dépendance affective. On n'en peut plus, mais le vouloir cette chose-là est plus fort. Donc ça ne sert à rien à dire, contempler les aspects repoussants de votre addiction, parce que déjà, souvent, ces personnes n'éprouvent plus le plaisir. Et il y a un autre obstacle qui est dramatique, on pourrait dire, c'est que pour sortir de ce cercle vicieux, il faut d'abord de la volonté. Et ensuite, il faut une certaine persévérance. De même qu'on a construit ce vouloir, cette chose-là, pensée après pensée, émotion après émotion, il faut les déconstruire, pensée après pensée, émotion après émotion. Donc il y a deux choses-là, il faut de la volonté et de la persévérance. Or, il s'avère, c'est là où le problème devient encore plus difficile, c'est que les zones du cerveau liées à la volonté sont amenuisées et affaiblies lorsqu'on est sous le pouvoir de la dépendance. Donc on a plus de mal à vouloir s'en sortir. Troisième handicap, les zones du cerveau qui normalement se transforment à la suite du changement. C'est-à-dire que quand on change et qu'on a la volonté de changer, qu'on s'entraîne pour changer, il y a quelque chose qui fait que le changement s'effectue. Ces zones-là sont également inhibées. Une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe est inhibée dans la dépression, est inhibée dans la dépendance. Donc, d'abord, on veut quelque chose qui vous fait du mal et qu'on n'aime plus forcément. On a beaucoup plus de difficultés à éprouver une grande volonté à s'en sortir, et même si on veut faire ça, on a plus de mal à effectuer ce changement. Donc, vous voyez l'obstacle en face duquel on se trouve. Donc, c'est pour cela que, effectivement, à un moment donné, on peut en avoir ras-le-bol. Et finalement, on s'en sort des fois quand on est au fond du trou et qu'on se dit c'est plus possible. Je donnais l'exemple l'autre jour quand on discutait d'un ami qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour et en plus il voulait absolument un certain type de cigarette avec un papier de telle sorte, etc. Et un jour, j'ai trouvé en Bretagne avec sa famille, un samedi soir à 11h du soir, sa femme et ses enfants sont partis se coucher, il n'avait plus ses cigarettes. Il téléphone à droite, à gauche, il s'aperçoit qu'il y a un bureau de tabac à 50 km de là qui avait ces fameuses cigarettes avec un papier, je ne sais pas quoi. Il prend sa voiture, il conduit pendant 40 minutes, il arrive au bureau de tabac, il achète ça, il a ça en main et il se dit « c'est pas possible, là où j'en suis dans mon existence ». Il a fichu par terre, c'était fini. Donc ça peut être aussi un tel sursaut qu'il y a brusquement il y a une sorte de basculement et qu'on s'en sort. Donc ça, c'est des cas assez extrêmes et dramatiques, mais dans beaucoup de nos actions, nous sommes pris dans ces enchaînements. Donc c'est vrai que la recherche de la liberté intérieure, tout le travail, pensée après pensée, émotion après émotion, pour savoir au moment où une pensée survient, quand elle n'est encore qu'une étincelle, avant que la forêt ait pris feu, on sait très bien que c'est ce moment, ce facteur déclenchant, cette première pensée qui vient, où il faut laisser cette étincelle se dissiper dans l'espace ou bien simplement faire pout pour empêcher qu'elle tombe sur un tas d'herbes sèches et mette le feu à la forêt. Donc c'est aussi le travail de la méditation, de la vigilance, d'être attentif, de savoir quel type de pensée va créer cet enchaînement qui mène à la souffrance. Et quand on a commencé à prendre conscience de ça, c'est déjà un grand pas en avant. Et puisque le bouddhisme aime bien les images, on dit, si on vous dit, voilà, il y a un pickpocket dans la salle, bon, on se méfie un petit peu, mais on ne sait pas trop regarder si c'est le voisin, la voisine, le gars derrière. Mais si on dit, vous savez, c'est lui le pickpocket là-bas. Alors du coup, s'il s'approche, celui-là je le connais. Donc si vous voulez, déjà quand on a bien reconnu les pensées finalement qui vont, vous savez qu'une fois qu'elles sont parties pour se proliférer, vous êtes dans la panade. Donc à ce moment-là, vous avez plus de chances de pouvoir appliquer un antidote approprié lorsqu'elle commence à surgir. Non ? C'est vrai qu'on a beaucoup discuté la semaine dernière sur cette question d'acrasie qu'a soulevé Alexandre, qui est un des grands mystères pour le psychiatre que je suis et les soignants en général. C'est-à-dire comment se fait-il que des personnes intelligentes, sachant
ce qu'il faudrait faire pour aller vers le mieux, pour moins manger, moins boire, être moins agressive avec leurs proches, moins ruminer, ne le font pas. Comment ça se fait que régulièrement nous prenions nous-mêmes en flagrant délit, la main dans le sac, à savoir ce que nous devrions faire et à ne pas le faire. Et donc, c'est une énigme qui n'a pas une solution unique, mais qui en a de nombreuses. Mathieu évoquait la méditation. Effectivement, si nous aimons tant tous les trois cet exercice très particulier qu'est la méditation, vous savez, la méditation, c'est finalement quelque chose de très simple, c'est prendre le temps d'observer le fonctionnement de son esprit. En tout cas, commencer par ça. Ensuite, ça peut mener très loin dans tout un tas de directions, religieuses, spirituelles ou laïques, mais apprendre à observer le fonctionnement de son esprit est quelque chose qui ne va absolument pas de soi. Moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai découvert tout cet univers des pratiques méditatives dans les années 2000, à la fin des années 90. J'étais déjà médecin, j'étais déjà psychiatre, j'avais déjà pas mal d'expérience auprès des soins dispensés à des patients, mais je n'avais jamais pris le temps d'observer longuement le fonctionnement de mon esprit. Jamais pris le temps, les moments où j'étais triste, inquiet, en colère, découragé, de m'asseoir et de passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure à voir en quoi consistait cette tristesse, cette peur, cette colère, ce découragement. Décortiquer tout ça, voir comment ça se traduisait dans mon corps, comment ça se traduisait en termes de pensée, en termes d'impulsion, en termes de ressenti émotionnel. Et c'était très étrange, j'étais quand même psychiatre. Comment ça se fait que j'ai pu passer tant d'années à prétendre aider les autres sans être moi-même un expert du fonctionnement de mon propre esprit? J'avais l'impression de comprendre toutes ces choses-là, mais à l'époque, le nombre de situations d'acrasie dans ma vie, où je faisais des choses au fond qui n'étaient pas tout à fait celles que j'aurais voulu faire, était très important. Donc, c'est vrai qu'on est très attaché à ces pratiques méditatives aussi pour cette raison, parce que dans la méditation, souvent des personnes voient la méditation comme une sorte de super relaxation qui va nous apporter un apaisement de catégorie supérieure. On va faire le vide, on va être vraiment au-dessus du fracas de nos souffrances et de nos difficultés. Alors, il y a ça éventuellement, bien sûr, dans la méditation, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est le discernement. Et ce discernement, ça n'est pas une sorte de super pouvoir qui nous rendrait extra lucides sur ce que nous ressentons, sur ce que ressentent les autres, ou sur ce qu'il faut faire. C'est juste l'habitude très patiente, très répétitive, d'observer la manière dont notre esprit fonctionne et aussi de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la réaction impulsive et de la réponse. Dans la réaction, finalement, ce qui réagit à la situation, c'est nous et ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous parce que c'est d'une certaine façon toutes nos habitudes, toutes les anciennes manières dont nous nous sommes laissés porter par nos émotions, tout ce que nous avons appris dans notre passé, comment nos parents se comportaient eux-mêmes, c'est pour partie notre génétique. Et si nous passons notre vie à réagir comme ça, intuitivement, impulsivement, instinctivement, aux situations qui nous déstabilisent, eh bien, c'est notre passé, nos gènes, nos parents qui vivent à notre place. Et ce qu'on essaie de cultiver, de développer, d'enseigner à nos patients, mais bien sûr aussi de pratiquer nous-mêmes, c'est répondre aux situations. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une situation déstabilisante, puisque vous l'avez compris au travers de l'anecdote d'Alexandre, ce sont souvent ces situations qui vont aller racler le plus profond en nous. Finalement, le confort est quelque chose de merveilleux, mais souvent, les grands changements dans notre vie relèvent de l'inconfort, et sinon de l'adversité, au moins de l'inconfort. Et dans ces moments-là, ce qui est très important, c'est d'observer toute la chaîne des réactions qui se produisent en nous, d'attendre
et de répondre ensuite, de se dire ok, je vois vers quoi me poussent mes impulsions, je vois quel type de pensée cette situation fait naître en moi, mais est-ce que c'est vers ça que je veux aller? Est-ce que c'est ça que je veux penser? Est-ce que ça me rapproche de mes valeurs, de mes idéaux ou non? Ça, c'est une réponse. J'essaie de répondre avec tout ce que je suis et non pas de réagir avec tout ce que j'étais ou tout ce que mes parents étaient, etc. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, on a beaucoup discuté de ça, et notamment avec Alexandre. Parfois, on a beau mobiliser nos efforts, ça ne marche pas. Et alors, il faut qu'on traverse des situations extrêmes, comme celle dont parlait Mathieu. Il faut, alors dans le langage courant, on dit souvent, il faut qu'on touche le fond, qu'on arrive vraiment au fin fond de la détresse, de la misère, de la perte de contrôle sur soi. Il faut qu'on aille mal pour tout à coup que quelque chose se rompe dans nos équilibres cérébraux. C'est vrai que Mathieu a bien rappelé à quel point tout ça s'ancre dans une logique cérébrale qui pour partie nous échappe aujourd'hui. Mais tout à coup, un équilibre se rompt, un équilibre dans les mauvaises habitudes, parce que ça aussi c'est très troublant, même ce qui nous fait souffrir, même nos détresses, nos angoisses, nos déprimes, au bout d'un moment finissent par être des territoires connus, dans lesquels on est paradoxalement à l'aise, des souffrances auxquelles on est habitué, des raisonnements pessimistes auxquels on est habitué. Et on s'y sent presque bien. En tout cas, si le mot se sentir bien n'est pas adapté, en tout cas, on y est en terrain de connaissance. Et finalement, faire différemment ou aller mieux nous angoisse un peu parce qu'on ne sait pas trop faire, on n'a pas l'habitude. Et parfois, pour les changements, il faut non seulement tous ces efforts accomplis avec persévérance et bienveillance, comme ceux qu'on pratique dans la méditation, mais aussi ces sortes de ruptures d'équilibre, qu'à ce moment-là, il faut savoir écouter. Le coup de génie de ton ami, ça a été d'écouter ce sentiment d'immense lassitude et d'immense dégoût qu'il a saisi après ses 50 kilomètres dans la nuit sur les petites routes bretonnes. Il a eu son magot dérisoire, cette espèce de paquet lamentable de poison. Et tout à coup, là, il y a une espèce de sentiment qui est monté en lui, mais il a écouté ce sentiment et il n'est pas passé outre. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé pour lui. Peut-être avant de... Les questions publiques, on pourrait demander à Alexandre finalement ce que la méditation t'a apporté. Oui. Il y avait juste un truc que je me disais, la dimension altruiste qui parcourt vos livres. Justement, méditer, c'est être en lien avec les autres et une des dimensions de la difficulté de vivre, c'est justement ne pas inscrire l'autre dans ma logique de rapport au monde. Autrement dit, ne pas instrumentaliser l'autre. Tu parlais de magot pour la personne qui obtient son paquet de cigarettes. J'ai l'impression souvent qu'on cherche des miettes affectives parce qu'on ne sait pas aimer en liberté et sans attente. Donc la méditation, à mes yeux, c'est d'abord, j'ai bien aimé l'autre jour, tu as dit que le cerveau traduit enfin ce qui se passe au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé de voir comme le cerveau comme un traducteur. C'est-à-dire, s'il traduit mal, s'il est à côté de la plaque, tout notre rapport au monde est décalé. Et donc la méditation, c'est, comme tu disais, Christophe, déjà regarder ce traducteur. Il y a un exemple dans la tradition zen, mais aussi dans le bouddhisme tibétain, c'est la conscience nue. C'est
regarder la vie, expérimenter le quotidien sans commenter. Et l'exemple qu'on me propose, c'est quand le matin on se regarde dans la glace. Qui peut s'empêcher de faire des commentaires de style putain la sale gueule aujourd'hui, putain les cernes, ou c'est quoi ce gros pif, ou que sais-je. Et ce qu'on fait pour nous, on a tendance aussi à le faire pour les autres. Et ce jugement permanent, cette radio mentale FM qui commente tout, qui compare tout, je crois qu'un des premiers pas dans la méditation, c'est voir qu'on est souvent en état de non-méditation, c'est-à-dire on commente, c'est-à-dire on est absorbé par mode de pilotage automatique. On met les choses dans les boîtes. Et par exemple, la tradition zen, c'est vraiment revenir à la perception. Justement, percevoir, c'est pas concevoir. On conçoit des choses immuables qui ne changent pas, des trucs idéaux, mais on perçoit toujours la vie dans sa richesse. Apprendre à revenir à la perception fine qu'on peut avoir devant l'autre sans juger. Et ça, le couple est un laboratoire excellent, j'allais dire. Dire à sa femme ou son enfant, je te connais comme si je t'avais fait, c'est tragique. Ça veut dire pendant les 20 ans qu'il nous reste à trimer ensemble, t'as pas plus du tout la capacité de m'émerveiller. L'autre jour, j'étais à la cave avec ma fille et on est tombé sur un album photo de nous il y a 10 ans. Et je lui disais, mais tu vois, cette petite fille, quelque part, elle est déjà morte pour laisser place à toi aujourd'hui. Et plus on s'accroche au passé, plus on s'enferme dans une image de soi narcissique, plus on souffre. Et la méditation, pour moi, c'est vraiment l'art d'être là. C'est tellement simple que notre mental qui aime la complexité, il est dérouté. Et vraiment, pour moi, méditer, c'est déjà se débarrasser de l'illusion que le monde tourne autour de moi. De voir dans quelle mesure je projette. Et en ce sens, la rencontre avec l'autre, c'est vraiment un exercice de décentrement, sortir de soi. J'aime bien Heidegger, il dit à un moment, par ces termes, mais il y a l'idée qu'on peut avoir marre de soi-même. On se lève le matin dans une tonalité mentale, comme il dit, où on est tellement triste et mélancolique qu'on en a marre de soi-même. Et c'est peut-être l'idée qu'on canalise notre rapport à l'autre à travers notre état, notre humeur du moment. Et vraiment identifier les émotions, les passions tristes, c'est vraiment un point de départ fécond. Je parlais avant des troubles de la crasie, de la dépendance. Déjà ne pas rajouter, déjà essayer de voir limpidement ce qui se passe, c'est déjà énorme. Donc pour moi, méditer, c'est se débarrasser
de toute cette brume mentale qui empêche de voir le monde tel qu'il est et de voir l'autre tel qu'il se donne au quotidien. Ouais. La question. Je crois que nous avons un petit peu débordé l'horaire qui nous avait été proposé pour parler, et je crois aussi qu'il y a un temps prévu pour un échange avec la salle, mais je ne sais pas qui va se charger de faire circuler les Peut-être qu'on micros. pourrait aussi remettre un peu de lumière parce qu'on... Déjà qu'on Voilà. puisse vous voir. Ça me rappelle une fois, on était avec le Dalai Lama à Montréal et il y avait 15 000 personnes, mais du fait des projecteurs, c'était le noir total vu de la scène. Alors, le Dalai Lama, il aime beaucoup s'engager avec les gens. Il disait, j'ai l'impression de parler à des fantômes parce qu'il ne voyait personne. Là, on est content, on vous voit. Donc, s'il y a des micros dans la salle, on peut peut-être prendre quelques questions. Et pendant que vous apportez le micro, pour apporter ma petite pierre de touche à la méditation, finalement, en essence, c'est se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Bonsoir. Déjà, je suis très contente d'avoir vécu ce moment avec tout le monde ici. Ma question va avoir... Je ne sais pas comment commencer. J'ai l'impression qu'on mélange un petit peu... Enfin, vous parlez beaucoup de discernement. Et moi, il y a quelque chose qui a été très important pour moi de discerner. C'est ce qui m'appartenait à moi et ce qui appartenait à l'autre. En ce qui concerne la responsabilité et la liberté, qui pour moi vont vraiment de pair, et que beaucoup de souffrance, enfin j'ai vraiment l'impression que beaucoup de souffrance vient justement du fait qu'on n'arrive pas toujours à discerner voilà, je suis responsable de mes émotions, de les discerner, de les comprendre, de répondre à mes besoins. Et je laisse l'autre libre et responsable de le faire pour lui-même. Et j'ai l'impression qu'on est souvent à... j'attends que l'autre devine ce dont j'ai besoin, lise mes émotions et réponde à ce dont j'ai besoin. Et moi, je m'occupe de faire ça pour lui. Et du coup, je ne m'occupe pas de faire ça pour moi-même. Et j'ai l'impression que la méditation amène aussi à cette capacité de reprendre ce qui est à moi et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Je voulais avoir votre regard par rapport à ça. Votre question est parfaitement éclairante. Elle contient déjà la réponse. Effectivement, dans la méditation, on écarte une part importante des grandes confusions qui peuvent entretenir la souffrance en nous, celle que vous avez décrite est un exemple parfait. Penser à la place de l'autre, lui reprocher d'avoir telle intention, d'avoir voulu faire telle chose, au lieu de s'occuper de ce qui nous fait souffrir, de nos émotions, et de dire ce que nous ressentons. Tout ça sont les bases à la fois des pratiques méditatives qui vont vers, avant d'agresser, de reprocher de quoi que ce soit, observe d'abord ce qui t'arrive à toi. Qu'est-ce que tu ressens? Comment c'est dans ton corps? Quelles pensées? Quelles impulsions? Et éventuellement, parle de ça à l'autre. Et souvent, nous faisons exactement l'inverse, mais c'était exactement ce que vous avez très bien décrit. Et là encore, nous avons beau le savoir, il n'y a que l'entraînement régulier, l'humilité, la persévérance à fonctionner différemment qui nous amènera vers d'autres voies. Je ne sais pas si vous voulez compléter, les amis. Non. Mais la question était déjà la réponse, c'était parfaitement clair. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour. Désolée si ma voix tremble un petit peu. Je m'appelle Sophie, donc qui vient de Sagesse. Je suis hyper empathique, hyper bienveillante, hyper trop gentille, trop tournée vers l'autre et pas du tout centrée sur moi.
J'ai découvert l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, que je suis en fait haut potentiel. Donc vous parliez tout à l'heure d'intelligence. Je me croyais idiote et en fait, et très blonde, complètement à côté de la plaque. Et en fait, je suis surdouée, haut potentiel. Et j'ai découvert que du coup, j'ai un émotionnel débordant et je ressens trop l'autre. Je ressens à sa place, je suis dans la sympathie, j'arrive pas à mettre de barrière et ça me cause des souffrances. Parce qu'elle est- Je suis là. Je suis toute petite et je vous fais des coucous sur votre Ah droite. d'accord, pardon, merci. Du coup, j'ai beaucoup de mal à gérer tout ça. J'ai beaucoup cheminé, j'ai découvert la psychologie positive et beaucoup de techniques. J'ai pu publier, j'ai envie de former les orthophonistes, parce que je suis orthophoniste. J'ai envie de former concernant le burn-out pour justement essayer de s'écouter soi-même, de faire attention à soi, de savoir s'affirmer. Donc tout ce que j'ai entendu auprès de vous ce soir, je vous remercie. J'ai quand même encore beaucoup de questionnements vis-à-vis de moi-même parce que justement, j'ai le côté extrême, mais de l'autre côté. Et la deuxième question aussi, c'est que du coup, neuronalement, le haut potentiel, il y a beaucoup d'effervescence, des zones, etc., partout qui s'éclairent. Et je suis un peu confuse, mais du coup, la méditation, j'arrive j'aime buller, j'aime prendre du temps pour moi, m'émerveiller, parce que du coup, j'arrive à m'émerveiller de tout. J'ai ce côté hypersensoriel, mais du coup, je suis quand même épuisée et j'arrive pas à me ressourcer sur le long terme. Alors, juste pour adresser un des points que vous avez soulevé à propos de la résonance excessive que vous remarquez parfois et le fait que ça peut mener au burn-out notamment. Et là, il y a vraiment une confusion fondamentale entre, vous parlez de sympathie, vous avez parlé de quelques termes, entre l'empathie et la bienveillance. L'empathie, c'est finalement quelque chose, on pourrait dire presque de très technique dans notre paysage mental. Il est assez limité finalement. Ce n'est pas du tout la bienveillance ou l'amour de l'autre qui englobe tous les êtres, c'est la faculté que l'on a, qui nous a été donnée par la nature, par l'évolution, de connaître la situation de l'autre. Alors on peut le connaître affectivement. Quelqu'un arrive très joyeux, j'entre en résonance affective, je suis en joie, et je sais que c'est déclenché par la joie de l'autre. Quelqu'un souffre, si vous travaillez dans le monde des soins ou des services sociaux, on sait très bien que le burn-out affecte un très grand nombre de personnels soignants, parce que les malades, a priori, ils guérissent ou ils meurent, mais c'est très rare qu'ils souffrent pendant des années et des années et des années. Tandis que si vous êtes en résonance empathique avec la souffrance de l'autre et que vous souffrez jour après jour de la souffrance d'autrui, parce que c'est une souffrance véritable, et les neurosciences montrent effectivement que les aires du cerveau de la souffrance sont véritablement activées. Vous souffrez véritablement de la souffrance de l'autre. C'est trop demandé. Donc que faire? Se distancer, ce n'est pas une très bonne idée, ça mène à la froideur. Le burn-out, ce n'est pas une bonne chose, l'épuisement émotionnel, la détresse empathique. Donc des travaux auxquels j'ai modestement collaboré avec une neuroscientifique qui s'appelle Tanya Singer, qui est une grande spécialiste de l'empathie, a été de montrer que l'antidote en fait à cette détresse empathique, c'est effectivement la bienveillance, une dimension beaucoup plus positive, beaucoup plus vaste, qui englobe, qui embrasse les êtres par une sorte, l'amour c'est un grand mot, mais une véritable bienveillance chaleureuse, humaine. Et s'il y a une fatigue de l'empathie, il n'y a pas de fatigue de cette bienveillance, parce qu'en fait, elle nous nourrit aussi bien qu'elle nourrit autrui. Donc déjà, se méfier un petit peu de rester simplement dans la résonance empathique, parce que ça mène effectivement au burn-out. Donc vous voyez, une meilleure connaissance de tous ces différents états mentaux est extrêmement utile, parce que finalement, le remède au burn-out, et d'ailleurs Tanya Singer va entreprendre un programme au niveau des hôpitaux pour un entraînement à la compassion et à la bienveillance qui n'est pas du tout quelque chose qui mène à la fatigue. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut
peu à peu discerner de mieux en mieux les états mentaux qui mènent ou qui minent notre bien-être, notre équilibre intérieur, notre paix intérieure, notre résilience, et ceux au contraire qui vont nous aider à construire cette résilience et cette force d'âme. Je voulais juste ajouter que, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que j'étais idiot, mais malheureusement, ça se confirme de jour en jour. Je voudrais juste rajouter un tout petit point sur cette bienveillance si importante dont Mathieu a parlé. Il est très important de tourner notre bienveillance vers autrui, évidemment, mais en thérapie, nous avons souvent attiré l'attention de nos patients sur la bienveillance tournée vers soi-même, puisque beaucoup de personnes, c'est un peu le même mécanisme, ont une sorte, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est pas l'empathie, se mettre dans l'autre, mais d'intropathie. Ils sont très, effectivement, perçoivent parfaitement leur souffrance, parfois se focalisent même sur ces souffrances, mais ce qui leur manque très souvent, c'est la bienveillance pour eux-mêmes. Alors ça paraît un peu glissant comme ça d'attirer l'attention de nous tous et nous toutes sur le fait que c'est important d'avoir de la bienveillance pour soi, parce que souvent on confond l'auto-bienveillance avec l'autocomplaisance. Lorsqu'on parle d'avoir de la bienveillance pour soi, certaines personnes ont l'impression qu'on les encourage à trop s'écouter, à trop se sentir concernées par elles-mêmes. En réalité, l'auto-bienveillance, c'est à la fois la reconnaissance du fait que nous souffrons. Beaucoup de nos problèmes viennent du fait qu'on n'identifie pas nos souffrances. Quand je suis en colère contre quelqu'un, très souvent, ce qui déclenche cette colère, c'est ma souffrance, parce que je ne me sens pas assez aimé, pas assez respecté, pas assez écouté. Donc, les bases de cette auto-bienveillance sont d'abord la claire identification de ce que je suis en train de ressentir moi-même. C'est aussi le désir de ne pas me faire de mal, de ne pas rajouter à la violence du monde une seconde dose de violence que je m'infligerais en niant mes besoins, ou en me rudoyant, ou en me méprisant, ou en m'ignorant. Et puis aussi, dans l'autobienveillance, il y a cette dimension d'humanité commune, c'est-à-dire me rappeler que je ne suis pas un être unique, le seul à souffrir autant, le seul à être aussi malheureux, etc., mais que ce que je suis en train de vivre, c'est quelque chose que tous les humains peuvent vivre. Et ça n'est pas pour m'empêcher de souffrir ou dévaloriser ma souffrance, mais c'est pour me rapprocher des autres. Et lorsqu'on est soignant, ce que décrit Mathieu, la différence entre être dans l'empathie pour la personne qu'on a en face de nous, qui vient nous raconter ses souffrances, et puis être dans la compassion, qui est une forme d'empathie avec de la bienveillance, effectivement, la différence, elle tient beaucoup au sentiment de fraternité qu'on peut éprouver pour ce patient ou cette patiente qu'on a en face de nous, qui est un frère ou une sœur en humanité, et dont on a on n'a pas seulement de la peine pour ce qu'il est en train de vivre ou de ce qu'elle est en train de vivre, mais on a le désir fraternel d'alléger cette souffrance. Et ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est quelque chose qui se passe vraiment à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus émotionnel. Et effectivement, là encore, moi, ça a été un des grands changements dans ma vie de thérapeute. J'ai toujours souffert, comme tous les thérapeutes, de voir mes patients aller mal, mais c'est étonnant de réaliser ça tard. Là encore, c'est comme l'histoire de la méditation. J'ai fait un progrès considérable, à la fois, je pense, pour les soigner, mais aussi pour terminer les journées moins ravagées par ces souffrances que j'avais eu à accompagner, quand je me suis permis de les aimer davantage. Tu disais, bon, je ne savais pas trop s'il fallait utiliser ce terme d'amour par rapport à la bienveillance. Et donc, quand je me suis mis à me rapprocher davantage d'eux, non pas physiquement ou en leur disant, mais vraiment en abolissant la distance intérieure que j'avais jusqu'à présent, moi thérapeute, lui patient, et au fond en fonctionnant dans la plupart des moments de la consultation dans un dialogue d'humain à humain. Donc c'est quelque chose de très important à la fois pour nous
lorsqu'on veut aider les autres, mais aussi dans la manière dont nous nous traitons, cette bienveillance, qui n'est pas une fois de plus de la complaisance. Alors peut-être pour faire preuve d'auto-bienveillance généralisée, donc tu allais faire dodo, on peut prendre une dernière question peut-être, vu l'heure qui passe. Bonsoir, je m'appelle Clément, Ah, je suis d'accord. ici. Oui. Si je vous ai bien suivi, en fait, la sagesse, c'est quelque chose qui est plutôt qui se travaille sur soi et qui ne se demande pas. Mais j'ai quand même l'impression que nos dirigeants politiques manquent pour certains de sagesse. Et ma question s'adresserait plus spécialement à Alexandre, vu votre grande spontanéité. Si demain vous étiez face à notre nouveau président et qu'à vos yeux il manquerait de sagesse, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie d'être davantage sage? Tout d'abord, je voudrais dire que c'est dommage qu'Alexandre soit suisse, parce que ça serait un président idéal. Je suis pas sûr d'être le meilleur conseiller politique qui soit. Il y a un truc qui est quand même basique, c'est le bien commun. Vouloir, je sais pas, il y a un philosophe qui s'appelle John Rawls, qui dit quand on envisage la société, toujours prendre le point de vue du plus faible. Et la façon dont on accueille des minorités, moi je suis frappé, bon je regarde la politique, je suis suisse, donc, mais c'est Mathieu qui m'a rendu sensible à ça, c'est un détail, mais c'est quand même important. Le nombre de fois où on emploie le mot « je ». D'ailleurs, François Hollande, j'ai pris la décision, mais toute l'équipe, le nombre du « je ». J'ai pas souvent entendu parler de nous, de l'autre. Déjà, alors, moi je crois que ce qui mène à la sagesse, c'est la vraie paix intérieure. J'aime beaucoup Spinoza qui dit c'est pas la privation qui mène à la liberté, mais c'est la joie qui mène à la béatitude. Autrement dit, c'est parce qu'on est dans la joie qu'on est capable de passer à côté de la vanité comme à côté d'une miette. Tant qu'on n'est pas dans la vraie joie, on cherche dans le pouvoir, dans la vanité, des palliatifs à un mal-être qui est énorme. Donc, moi je pense que le manque de sagesse, si je peux me permettre, c'est vraiment placer le curseur là où il n'y a pas lieu d'être. Être en politique, ça devrait être le lieu du service. Ou en Suisse, par exemple, je ne sais même pas le nom du président. Ça change tous les années. On s'en fout d'ailleurs. Et tandis que moi je vois ce qui se passe aux États-Unis, il y a un connard qui signe des décrets. Et quand il y a une ministre de la Justice qui dit « Attendez, ça viole la Constitution », qu'est-ce qu'il fait? Il la fout dehors. Après une semaine. Et bien là, à mon avis, il y a un problème sérieux.
j'allais dire, c'est le bordel, mais il y a un problème. En même temps, je ne crois pas que ces gens-là arrivent par hasard. On est dans l'ère du Facebook, on est dans l'ère de l'individualisme, on est dans l'ère de la réussite sociale où il faut exister, quitte à écraser les autres. Et je crois que la responsabilité de chacun, c'est vraiment de vivre au quotidien un autre rapport au monde. Je ne serai jamais conseiller de c'est qui a passé Benoît Aymon ou je ne sais plus quoi. Bon, bref. Mais ce que je peux faire en acte, c'est accueillir avec bienveillance le voisin de palier. C'est essayer de répondre à ma manière généreuse à toutes les personnes que je suis amené et pas rentrer dans cette spirale du narcissique. Et voilà. Et oui. Et oui, la sphère d'influence, c'est notre quotidien. Là où on peut apporter des îlots de rébellion contre l'individualisme, quoi. Ouais. Mais j'ai pas de réponse. Vous remercier à nouveau pour votre présence, la qualité de votre écoute, les bonnes vibrations que vous nous avez transmises. Et merci à tous ceux qui ont organisé ce soir. Merci à votre invitation. Je voulais vous dire aussi qu'une bonne partie de votre présence ici et des bénéfices de cette soirée sont dédiés à des projets humanitaires que nous menons en Asie depuis presque 20 ans, dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services sociaux. C'est avoir le cœur pur et les mains dans le cambouis, c'est-à-dire essayer de mettre la compassion en action. Pour vous donner un exemple, à la suite des tremblements de terre au Népal en 2015, nous avons pu aider 200 000 personnes dans 620 villages, en amenant 600 tonnes de riz, 15 000 tentes. Nous œuvrons au Tibet, au Népal, en Inde. En Inde, l'an dernier, nous avons soigné 150 000 patients dans des villages extrêmement déshérités dont la plupart ne voyaient jamais un médecin. Donc si votre simple présence est déjà un soutien pour ces projets, ça montre aussi l'interdépendance, vous-même ici présents, nous qui essayons de faire l'intermédiaire, les gens sur le terrain qui travaillent. Il y a un stand de Karuna Setchen à la sortie, vous pouvez avoir plus d'amples renseignements, des amis de Karuna sont ici présents. Donc merci de tout cœur d'être ici avec nous et de soutenir par votre présence ces projets.